He talks, he writes, he draws, he moves constantly, he dances and invents in a style of his own. A style that you can't easily define, but you know it's his entirely and represents him entirely, the style of Gigi. Anxious as he may be, he's a happy artist because he has found very early in life his way. As early as the age of 14, he understood when meeting his contemporary dance teacher, Miriam Răducanu, the great lady of Romanian contemporary dance, that one cannot teach dance, that it springs from freedom, from a great personal effort, and spreads around by way of contamination. And now he shares with the young dancers the secret, the courage to be and do differently. He studied dance at Bucharest, perfected further at Moscow, and earned a reputation for choreographer in France. In 1972, he settles in Paris, and in a short time, Gigi Căciuleanu becomes an internationally renowned choreographer, creating and dancing in the most important dance centers around the world, such as Rennes, Essen, New York, Wuppertal, Rome, Tokyo, Moscow, Sao Paulo, Santiago, Montevideo. During the years, he collaborated with well-known names such as Dominique Bagué, Astor Piazzolla, Pina Bausch, Maya Plisetskaya, Jean-Michel Jarre, Magui Marin, and many other celebrities of the international artistic world. He has left an everlasting impression in the international world of dance. He's being appreciated, medalled, and decorated with a great number of international awards. He is ranked as Knight of the Order of the Arts in France, and has been awarded the Medal of the Star of Romania. His well-known essay, Wind's Volume of Vectors, has been translated in 4 international languages, and his shows represent every time an artistic event. A dancer, a choreographer, a poet, a teacher, a company manager in Paris, Santiago de Chile and Bucharest, Gigi Căciuleanu is a complex personality enjoying prestige and creating on top of more than one continent. Between his home country of Romania, his adopting country of France and the rest of the world, as he laughingly admits, realizing a perpetual balancing act between Bucharest and Santiago with the center in Paris. Je me suis toujours senti comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir qu'il faisait de la prose. Et donc j'ai toujours fait de l'alterdance. L'écuit barycentre des points A et B a pour transformer l'écuit barycentre des points A' et B'. Je lui ai donné un nom seulement il y a quelques années à Santiago, où j'ai lancé ce manifeste, l'alterdance, un peu comme un message qu'on lancerait dans une bouteille à la mer. C'est un signal de détresse quelque part. Je me suis dit, pourquoi il faut faire comme ça, ou comme les autres? Je peux faire comme je fais. Et finalement, je ne dois pas me cacher, je dois dire que je suis même quelque part très content de faire du Gigi. Comme les gens disent souvent, il fait du Gigi. Oui, parce que finalement, je me suis rendu compte que je pouvais faire tout. J'ai beaucoup de techniques, mais que ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est de lier quelque part la danse à un univers poétique. Un univers poétique que j'ai toujours vécu, que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi-même et que j'ai toujours eu envie de faire ressortir, montrer. Pas tellement montrer aux autres. Peut-être plus que ça, montrer cet univers à moi-même. Se mettre à nu, pas seulement au niveau corporel, danser, faire un mouvement de plus, un mouvement de moins, mais cacher derrière le mouvement des métaphores, cacher derrière le mouvement des images, des fois des paroles, des mots clés, des mots-clés que je connais, je suis tout seul à connaître, personne ne les connaît, donc j'ai eu envie de les faire connaître. Voilà. Donc je me suis dit, je vais faire ce manifeste. Manifeste parce que c'est un peu comme le manifeste, quelque chose de manifeste politique. La danse, pour moi, c'est ma plateforme électorale. Que lorsque je suis sur scène, je milite pour les droits du poète, pour les droits du mouvement,
d'être seulement à moi, comme le mouvement de quelqu'un d'autre n'est que le mouvement de quelqu'un d'autre. Donc alter dance, ça veut dire ça, ça veut dire la danse faite autrement. Pourquoi je dis ça? Lorsque j'étais tout petit, je me suis battu beaucoup contre des moulins à vent. La danse officielle, c'était la danse académique, la danse classique. Donc on ne pouvait pas faire autrement la danse. Vraiment, institutionnellement, on n'avait pas le droit de faire autrement que ce que nous apprenaient nos professeurs à l'école. Seulement, il y a toujours un hic, il y a toujours un grain de sable qui grippe la machine. Parmi mes professeurs, j'ai eu la grande dame de la danse roumaine, Myriam Raducanu, qui a su me montrer un chemin différent. Elle m'a dit, sois toi-même. Mais c'est très difficile, la liberté, c'est très bien en principe, mais c'est très difficile lorsqu'on est caché derrière une chorégraphie. On a une structure très claire, on est à l'abri, on la danse, on dit voilà, on danse le lac de Cygne. Très bien. Le seul problème que j'ai en dansant la variation du troisième acte du Prince, c'est de l'exécuter bien. Or, quand je danse une chose qui est à moi, que j'ai improvisée, pour laquelle je me suis cassé des heures et des heures la tête, et pas seulement la tête, le corps, dans un studio où j'étais tout seul, en cachant le miroir pour ne pas me voir, des moments d'insomnie nocturne, mais aussi d'insomnie diurne, c'est-à-dire au moment où on ne peut pas penser à autre chose qu'à ses obsessions. Et pourquoi ne pas le montrer? Pourquoi ne pas danser comme on est? Je revendique cette alternance, pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Je finis mon manifeste en disant que ça serait super si chacun d'entre nous pouvait avoir sa propre alternance. Parce que je trouve que ce n'est pas intéressant que tous les peintres commencent à peindre comme Picasso. Ce ne serait pas intéressant. Ça enlèverait la force d'un Picasso ou la force d'un Rembrandt. Si chacun fait l'art, le fait entre guillemets, mais avec un grand F, dans le sens où c'est un art, c'est un métier, c'est un artisanat, on la fabrique de ses propres mains. Bon, à ce moment, l'artiste se présente différemment devant son public. Le public aussi a un autre intérêt. Il voit quelqu'un sur scène, pas seulement quelque chose. Et ça, c'est très important. Je parlais tout à l'heure de la danse académique qui, à part les quelques solistes dans un ballet, il y a toujours un corps de ballet. Donc ça m'a toujours mis hors de moi, même quand je travaille maintenant avec des groupes, même des groupes très grands, j'essaie de travailler avec des personnalités et des personnages. Chaque personnage est lui-même, mais quelque part, il est moi-même. J'essaie de faire danser les gens comme je le danserais moi-même. C'est compliqué, c'est difficile. Je pense aussi qu'on peut être différent, mais cette différence se construit par rapport à quelque chose que vous construisez. C'est-à-dire, il y a ce dont je parle dans mon livre Vent, volume, vecteur, ce jeu incessant entre la structure et la folie de la création, et la structure, la charpente dont on a besoin pour pouvoir justement la casser au moment de la vérité, au moment où on est sur scène. Je m'explique. Lorsque je me fais moi-même une danse, je me fais un solo, je travaille très difficilement pour moi-même. Je prends des heures et des heures pour me faire un mouvement, tandis que je travaille très facilement pour les autres. Mais pourquoi je travaille facilement avec les autres? Parce que je travaille d'abord très difficilement avec moi-même. Et ensuite, pour répercuter sur les autres corps, sur les autres esprits, sur les autres personnalités, ma danse, il m'est plus facile parce que je viens très préparé, en fait, justement par cette tourmente, par ces nuits je reviens toujours à la nuit, parce que c'est la nuit que ça se passe, malgré le fait que la danse s'élabore pendant la journée, mais dans la tête, elle s'élabore pendant la nuit. Donc la structure, je l'établis, et ensuite, lorsque je danse, j'essaie d'oublier la structure. Je fais ce que font les musiciens de jazz, lorsqu'ils partent d'un thème très précis, et du coup, à un moment donné, ils se permettent de sortir du chemin proposé, et proposer
autre chose, alter chose, une alter musique, un alter soi-même, un alter ego. Donc finalement, le principe, le concept de l'alter danse est très lié au principe de l'alter ego. Lorsque je suis sur scène, je suis quelqu'un d'autre, je ne suis pas celui de la vie. Je me mets dans cet état dont je parle, l'état de danse. Je pense qu'on peut se mettre en prise et être dans un état très spécial. C'est un état tellement spécial, pourquoi? Parce qu'il implique tous les atomes de son corps. On ne peut pas danser seulement avec une partie du corps, même pas seulement avec le corps. On danse aussi avec ce qui est à l'intérieur du corps, avec ce qui est à l'intérieur du mental, avec ce qui est à l'intérieur de l'âme. On danse avec tout son être. Donc, parce que c'est si sensible, parce que c'est si extraordinaire, j'aimerais partager cette expérience avec le monde entier. C'est magnifique. Un moment où on danse, il n'y a pas de meilleur moment. J'essaie de partir sur un chemin, sur une ligne, et du coup la casser. Me permettre cette dépression dans moi-même, cette dépression pas seulement dans la ligne proposée, mais des dépressions à l'intérieur de moi-même. C'est en même temps très intéressant, c'est en même temps très risqué, parce qu'on sait bien qu'on peut improviser très bien. Il y a des moments très privilégiés où on peut improviser facilement, et puis il y a d'autres moments où l'inspiration, cette inspiration poétique, s'arrête. Donc ça se travaille. Donc pendant des années et des années, même sans le savoir, comme je disais, je faisais de la prose sans le savoir, j'ai travaillé cette déstabilisation. J'ai travaillé cette déstabilisation par rapport à quelque chose que j'ai essayé d'établir. Bon, j'ai eu la terrible, formidable chance d'avoir un professeur qui m'a mis comme principe, c'est le principe de la liberté. Elle m'a dit, à l'âge de 14 ans, Myriam me disait, écoute, voilà, elle ne disait jamais, fais comme ci, fais comme cela, mets la jambe ici, mets le bras, non. Elle me déclenchait, elle me disait, écoute, cette musique, apprends-la, entre dans cette musique, et fais ce qu'elle te dit. Ensuite, elle commençait à danser et je me contaminais d'elle. La communication avec mon professeur et mon chorégraphe, elle a été en même temps mon chorégraphe et mon professeur, ce qui est très important, mon maître. C'était un peu comme on apprend, je pense, la calligraphie japonaise. Lorsqu'on reste, on se contamine de son maître. Il ne te dit pas, fais le creux ici, fais le plein de l'autre côté. Non. Le disciple reste à côté, s'imprègne de son maître. Et voilà ce qui s'est passé avec Myriam. Elle commençait un mouvement et je me contaminais. Je rentrais dans ce mouvement, je le complétais. Ensuite, je prenais le premier plan, un peu ce que fait la main droite et la main gauche au piano. Et du coup, c'est elle qui m'accompagnait. Elle entrait dans mon jeu comme j'entrais dans son jeu. Le mot « jeu » est très beau, parce qu'en plus, en roumain, c'est drôle, parce qu'en roumain, c'est ma langue natale, jeu se dit joc, ce qui veut dire et jeu, mais aussi danse. Danse dans le terme de danse populaire. Et c'est une danse que j'aime beaucoup. En général, les danses folkloriques, comme toute la culture populaire, je l'adore. Je trouve que c'est quelque chose qui est cristallisé par rapport à des auteurs anonymes pendant des siècles et des siècles. Et du coup, ces perles sont sorties de quelque part. Donc je me suis beaucoup inspiré. Lorsque je faisais à l'école la danse folklorique, je détestais ça. C'était difficile, ça faisait mal aux jambes. Mais je remercie la vie de m'avoir donné cette chance d'avoir étudié ces danses-là. Parce que même si je les oublie en dansant ma danse, mon alter danse, quelque part, ces cristallisations restent en moi, sont quelque part dans mes gènes, existent quelque part. Et très souvent, il revient un mouvement de jambes, de pieds, qui, du coup, je me dis, mais d'où elle est sortie? En dansant le tango, par exemple, j'ai inventé un tango, un alter tango à moi, où j'invente un personnage du tango. J'ai eu la chance de travailler avec Astor Piazzolla, de travailler pour une musique d'Astor Piazzolla. J'ai travaillé pour un opéra qui s'appelle Maria de Buenos Aires, qui a été donné à Paris, qui a été donné partout dans le monde. Mais c'est pas tellement ça.
ce qui est important, c'est mon travail par rapport au tango. Je ne connais pas le tango. Je suis incapable de danser tango dans une salle où les gens dansent dans un dancing. Mais l'esprit du tango m'a intéressé. Cette lutte avec soi-même, ce rapport à la tête, au chapeau, cette jambe, ce pied qui gratte l'autre jambe en même temps pour nettoyer la chaussure, pour lui donner du lustre, mais en même temps, lorsque la jambe arrive de l'autre côté et le danseur est sur une seule jambe, il ressemble à un oiseau. Un oiseau qui exécute un rituel, peut-être érotique, sûrement, mais aussi d'auto-alter-danse. Il danse devant la personne qu'il veut conquérir. Et c'est comme ça que j'ai traité le tango. Je le traitais comme une danse très personnelle, une danse très libre, parce que le tango est une danse libre. On peut improviser dans le tango, comme le rock'n'roll. On peut rajouter des choses, mais en même temps, il y a l'idée de l'alter-personne qui est à côté de toi, du partenaire. Même si tu danses avec ton ombre, tu danses seul, cette femme qui est en face de toi, ou l'homme pour la femme, se dessine en creux, comme une ombre, mais comme une présence que tu ne touches pas, mais qui conditionne ta danse, qui conditionne ta façon d'exister dans l'espace. C'est ça la danse, c'est exister dans l'espace. Une autre définition, ce serait bouger avec intelligence. Je dirais que c'est très important de développer l'intelligence, pas seulement intellectuelle, mais l'intelligence du moment. Quand je parle de l'intelligence du mouvement, je pense à cette personne qui, dans le métro, sait éviter une personne qui le bouscule. D'instinct, il passe et hop, il fait un mouvement et il évite la personne. Et ces mouvements instinctifs, mais très intelligents, où le corps est plus intelligent que la tête. Un autre exemple, un chat qui tombe de l'étage. Paf, il tombe, il bouge dans l'air, il a toute une danse en l'air. Si vous le filmez un jour au ralenti un chat qui tombe du balcon, vous allez voir à quel point il danse en l'air pour se retrouver ensuite, paf, sur les quatre pattes. Eh bien, il ne pense pas à ce moment-là ce qu'il fait, mais son corps pense pour lui. Donc, je revendique aussi l'intelligence du corps, cette intelligence du mouvement qui ne s'apprend pas. Les gens appellent ça du talent. Bon, très bien. Je pense aussi que le talent peut se travailler, peut se canaliser, mais il faut avoir quelque chose, avoir cette petite chose sur lesquelles tu peux construire les grandes choses. Aussi, les gestes. Je me suis toujours posé la question, où est la différence entre un geste et un mouvement? Où finit le geste et où commence le mouvement? Et je me pose toujours la question, je n'ai pas de réponse, mais c'est passionnant parce qu'un geste est un peu comme un idéogramme chinois qui te donne l'essence du mot, pas seulement l'aspect physique du mot, mais aussi son noyau philosophique, tu as peut-être l'étymologie aussi, et le sens profond du mot. Ce qui est important, c'est que les gens voient que je leur parle, que j'utilise un langage, et ils ne doivent pas déchiffrer la même chose. Au contraire, exactement ce que vous voyez devant un tableau abstrait. Vous voyez votre propre personnalité qui se reflète dans cette œuvre d'art. Un des premiers tableaux que j'ai vu, petit étant, je crois qu'on est bien conditionné comme artiste, l'enfance te conditionne beaucoup. C'était un tableau de Kandinsky, abstrait, où il y avait des spirales, seulement des volumes, des creux et des pleins, mais toujours en deux dimensions. Et je suis resté devant ce tableau, comme ça. Et mon père m'a demandé, mais qu'est-ce que tu trouves? Ça ne veut rien dire, c'est un tableau... c'est même pas mon père, c'est mon oncle qui me dit, qui était avec moi au musée. Et il me dit, mais regarde la mer de Aïvazovski, où les vagues sont des vagues que j'adore aussi. Je trouve que Aïvazovski, si vous ne le connaissez pas, allez voir dans un musée, surtout en Russie, les peintures de la mer d'Aïvazovski. Pourquoi c'est beau? Parce que ça montre les vagues, ça montre le mouvement de l'eau en statique. C'est-à-dire, une peinture qui reste sur toile, du coup, ces vagues bougent devant les yeux. Mais à côté, il y avait Kandinsky, où
en même temps, je sentais que pas seulement les images bougeaient, l'esprit, le mécanisme mental bougeait. Je suis rentré dans ce tableau comme si j'ouvrais une horloge et je voyais le mécanisme, les petites roues dentées qui bougent dans tous les sens. On ne comprend pas ce qu'elles font. Ouvrez un ordinateur, vous regardez plein de fils, plein de câbles, des petites fiches. Vous ne savez pas à quoi ça correspond. Mais c'est fascinant. Vous fermez, vous avez l'écran et vous avez les images sur l'écran. Ça, c'est ma danse. C'est ce que vous voyez sur l'écran. Les mécanismes, c'est ce qui me tourmente, moi. Ce que je peux transmettre, même d'une façon subliminale, à celui qui me regarde. Je veux qu'il sente que je suis un être tourmenté. Je veux qu'il sente, à travers le geste le plus simple, qu'il sente qu'il y a toute une vie là-dedans. Je pense que chaque geste représente tous les autres mouvements. Chaque mouvement représente ta propre vie. Je pense qu'on danse d'une façon autobiographique. Moi, je le fais comme ça. Chaque mouvement représente un moment de ma vie, même si je ne me souviens pas lequel. Et ça n'a pas d'importance lequel. Plus que ça, j'espère qu'en étant autobiographique, mon geste, mon mouvement, ma danse, du coup, elle touche quelque chose de biographique ou autobiographique dans la personne qui me regarde. Du coup, sans le vouloir, du coup, tac, il y a une connexion qui se passe, qui peut-être, le mouvement qu'il voit n'a pas une valeur esthétique, entre guillemets. Ce n'est pas un grand saut, ce n'est pas une grande pirouette, ce n'est pas quelque chose de très spectaculaire, mais puisque moi je viens de très fond de mon être, puisque moi je suis sincère, du coup je touche la sincérité de la personne qui me regarde. Je touche pas seulement son regard, je touche son être intérieur. Il me perçoit avec l'âme, il me perçoit avec le cœur, il me perçoit à travers une émotion. Je ne parle pas de cette émotion directe, ah on pleure, ah on rit, non. Je parle de cette émotion très profonde que très rarement on peut expliquer. Je reviens à la poésie. Il y a que les poètes qui peuvent expliquer, à mon avis, le monde profondément, plus que les philosophes, plus que les psychologues, plus que les psychiatres même. Et comme j'apparente beaucoup ma danse, et la danse, mon alter-danse, je parle de moi, mais je pense que la danse en général est plutôt poétique qu'autre chose. Même prenez une ballerine qui danse, je ne parle pas de moi, une ballerine qui danse au lac de Cygne. Dans le deuxième acte, elle a un duo qui est en fait un solo, parce que le prince est à côté. Sur une musique de violon de Tchaïkovski, qui est une merveille d'abstraction. Ça n'a rien de concret, rien. Les plus grandes ballerines classiques que j'ai vues ont fait de ça une alter danse d'un modernisme total. Et quand je dis modernisme, je veux dire d'actualité. Je veux dire que par là, les grands principes se rencontrent quelque part. Je me souviens Irina Liciu, une grande ballerine roumaine, qui dansait la mort du cygne. C'était une chose très moderne, très contemporaine. Je me souviens Maya Plisetska, qui dansait la même mort du cygne, autrement, alter danse, alter cygne, une alter mort du cygne. Et c'était à vous affoler tellement c'était actuel. Bien sûr, je revendique ça dans mon alter danse aussi, le droit à l'émotion, le droit à toucher. Je sais qu'à un moment donné, on disait « Ah, l'émotion, ça ne fait pas partie de l'art moderne. L'art contemporain, sans émotion, tout est conceptuel. » Oui, c'est fini. On est déjà au XXIe siècle. Je pense qu'on peut introduire... Je ne dis pas qu'il faille faire de l'émotion, comme je dis pas qu'il ne faille pas faire de l'émotion. Il faut ni ça, ni ça. Il faut être soi-même. Je pense qu'un artiste, lorsqu'il est sincère, il n'est plus ni contemporain, ni classique. Il est un artiste. Ce qui est important, c'est de se mettre à nu, d'être très solitaire. Il faut provoquer cette solitude, même lorsqu'on danse dans un groupe, même lorsqu'on danse avec l'autre. Je crois qu'on n'est jamais plus seul que lorsqu'on danse. Parce qu'on est avec soi-même. Le corps dépend
des orages atmosphériques qui sont tout autour. Vous êtes comme un navire en pleine tempête. L'eau bouge sous les vagues bougent, donc le sol n'est plus droit lorsque vous dansez. Il est mouvant. Vous pouvez vous noyer à tout moment. Et c'est ça qui est beau, provoquer exactement ce que provoque le torero lorsqu'il joue avec la mort. Il joue avec la sienne, la mort, mais la sienne, la mort du taureau aussi compte. Il joue en même temps avec sa propre mort et la mort de l'animal. Ce taureau qui est un danseur magnifique, mais qui est acculé, il est là en train de laisser sa peau. Et du coup, cette danse qui a inspiré un Picasso, par exemple, un Dali, il y a tellement d'artistes qui ont été inspirés. Moi, je suis contre la corrida, personnellement, mais ça a inspiré tant de monde, et le moment de vérité, je peux l'assimiler, celui de la corrida avec celui du danseur qui danse. Moi, j'ai toujours dansé, très souvent dansé seul, et c'est magnifique. C'est merveilleux et en même temps, c'est très complexe, c'est très compliqué. C'est très touffu. Ce n'est pas du tout seulement des lignes. Ce sont des volumes, ce sont des vecteurs, mais c'est aussi beaucoup de vent, le vent de l'énergie et aussi l'énergie du temps. En parlant d'énergie, je pense qu'il y a, par les énergies connues, je pense qu'on peut travailler avec l'énergie temporelle. Le temps se dilate. Des fois, un moment, un instant, lorsqu'on danse, est très long, aussi bien pour soi-même que pour l'autre qui regarde, ou des fois, une suite de mouvements très très longue, finalement, capte l'attention et contracte le temps et fait que ça dure très peu de temps. Je pense aussi qu'on peut vraiment travailler avec l'énergie poétique. L'énergie de la métaphore. Dessine-moi un mouton du Petit Prince. C'est magnifique. Dessine-moi un mouton, on veut tout dire. Toutes les images du volcan, de la planète du Petit Prince. Pourquoi ça a eu cet impact formidable, le Petit Prince, pour les enfants de ta génération que pour les adultes de ta génération? Ça continue. Pourquoi? Parce que avec des images très naïves en apparence, avec des images assez simples, toujours en apparence, du coup, on réveille des mondes. On ne réveille pas qu'un seul monde, on réveille des mondes. Et c'est ça qui m'intéresse avec la danse. En dansant, ça m'intéresse de réveiller dans le spectateur autre chose. C'est pas tellement j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Moi, par exemple, je me regarde et je m'aime pas du tout. Mais je m'aime lorsque je danse. C'est très spécial. Je m'aime parce que je sais que je suis moi-même, que je suis sincère et que je ne mens pas. Je pense qu'on ne peut pas mentir, vraiment. Lorsqu'on danse bien, on ne peut pas mentir. Quand on commence à mentir, c'est qu'on ne danse pas bien. Il faut être soi-même, il faut pas, mais il faut. Parce que sans ça, on risque de se rompre de son public. J'aime le public, pourquoi? Parce que c'est mon miroir. Et pas seulement mon miroir. C'est quelque chose qui refracte ce que je fais, un peu comme un prisme qui refracte la lumière, qui la déforme, mais le rayon de lumière traverse un verre d'eau, mais il est un peu déformé. Eh bien, cette déformation m'intéresse. Pas seulement le miroir, pas seulement de me refléter d'une manière réaliste dans les yeux qui me regardent, mais aussi m'insinuer à travers le regard dans des fluides de l'autre, dans le fluide mental, dans cette eau, dans cet océan énorme qui est le mental de chacun d'entre nous. Et aussi parce que le public, je pense, j'aime bien me confronter à lui, parce que je le trouve plus intelligent que moi. Je le trouve plus informé, pour la simple raison qu'il y a plusieurs personnes, ce n'est pas une seule personne. Donc plusieurs cerveaux qui possèdent plus d'informations que moi, plus de culture que moi, plus de vécu que moi, plus d'émotions que moi. Donc, en dansant, je me bats comme Don Quichotte contre les moulins à vent. Et ça me plaît. Je trouve que c'est important, c'est intéressant de se confronter. C'est pas seulement attendre les applaudissements du public, mais le silence avec lequel il te regarde, avec lequel il te perçoit, est important pour moi.
cette chose qu'on ne puisse pas dire en parole. On peut le dire seulement en dansant. Ce passage d'Alice de l'autre côté du miroir, il se passe lorsqu'on danse. Lorsqu'on danse, on est pris dans le rayon, dans le faisceau lumineux, comme un insecte dans un insectaire. Vous êtes vraiment transpercé par cette aiguille, vous êtes presque déjà pas vivant, tellement cette aiguille vous aveugle, mais en même temps vous bloque dans une mobilité. C'est très drôle parce qu'elle ne vous bloque pas, vous dansez, vous bougez, vous ne restez pas sur place. Mais vous êtes quelque part en même temps fasciné par comme les papillons qui sont fascinés par la lampe et vont vers la lumière, mais en même temps comme cette aiguille qui vous transperce. Donc il y a quelque part ce va-et-vient énergétique lorsque vous dansez qui dépasse le mouvement lui-même, qui dépasse la perception même bidimensionnelle. Si vous filmez un mouvement, vous n'avez pas, aussi bien que ce soit fait le film, vous n'avez pas la troisième dimension ou même la quatrième, la cinquième vue, la énième dimension qui intervient au moment de la danse vivante. J'ai toujours écrit derrière chaque danse. Des fois, j'ai noté mes danses avec des poèmes, pas en disant voilà, vous mettez le pied ici, vous mettez la jambe là, la tête par ici, le coude. Non, pas comme ça. Pas une notation chorégraphique, mais une notation poétique. Parce que je me suis souvenu de danse des années après, seulement par le besoin que j'ai eu de faire un mouvement ou un autre à un certain moment. Si ce besoin existe toujours, le mouvement revient sans que je fasse un effort de mémoire. Donc, et pour fixer ces moments, je les fixe avec des métaphores, avec des mots, des mots-clés, comme je disais tout à l'heure. Et cette écriture, il n'y a pas une grande différence entre chorégraphie, c'est une graphie aussi, on écrit, et l'écriture sur le papier, m'aide à transmettre aussi ce que je veux aux danseurs. Je viens de monter le Requiem de Verdi à Santiago et j'ai parlé avec les danseurs en disant voilà, vous faites ça, 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 je montrais. Et après, je me suis dit non, je vais leur lire ce que j'ai écrit par derrière les danses. Les textes que j'écrivais la nuit par rapport à ce que je donnais comme indication pendant la journée. Ce sont des textes, des poèmes. Et je leur ai lu ces poèmes. Ils sont restés comme ça et le lendemain, ils ont dansé complètement différemment. C'est pas important que ce soit un poème. C'est pas un poème. Déjà, je n'écris pas des poèmes écrits. J'écris des poèmes pour être dits. Je pense que comme dit ou dansé même. Cette expérience a été formidable pour moi et je l'ai renouvelée avec le public. Toujours au même spectacle, après avoir lu mes textes aux danseurs pour qu'ils dansent autrement, autrement qu'ils ne le faisaient avant. Du coup, je l'ai lu au public après le spectacle. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez rester? Et je vous lis mes rituels, je vous les présente sous forme littéraire. Les gens sont venus, sont restés, ils ont écouté. Bon, je pense qu'ils ont aimé parce qu'ils sont restés et le plus important est qu'ils sont revenus le lendemain et ils ont revu le spectacle autrement. Donc mon but a été quelque part de me dévoiler. D'ailleurs, ça s'appelait métaphore dévoilée. Et je pense renouveler cette expérience chaque fois que je peux. Je pense que mon univers poétique est le même, qu'il soit exprimé en mouvement, écrit dans l'espace ou par des paroles écrites sur un papier, sur la feuille blanche. En fait, la feuille blanche du poète est tellement pareille à l'espace noir du danseur et de la scène. Parlons du regard. Très important le regard du public. Je pense aussi que très important le regard du danseur. Il est très important. J'ai jamais réussi à comprendre que les yeux ne font que capter. Pour ma part, je pense que lorsqu'on danse, l'œil émane aussi. Le regard a une énergie qu'on puisse canaliser. Ça ne veut pas dire faire comme ça devant le public, pas du tout. Ça veut dire seulement qu'il y a des rayons
très importants qui sortent de l'œil, pas seulement qui rentrent dans l'œil. Et je pense que la confrontation des deux regards, celui du public et celui du danseur, c'est de nouveau un duel très intéressant. Duel, duo, c'est un duo finalement. La danse entre le côté actif du danseur, le côté passif, entre guillemets, du spectateur est aussi importante. J'espère, je veux, je désire que le spectateur soit un élément actif, mentalement actif lorsque je danse. Ce qui est important pour moi est de savoir que les atomes qui constituent ma danse sont trois. Le bas, le haut et la spirale. Les spirales entrent. C'est très important de savoir que finalement, tout se réduit à ça, à être, ne pas être, et le lien entre eux. Je dirais, si je pouvais inventer une autre définition de la danse, que la danse serait peut-être le chemin le plus long entre deux points. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is loving and rose. Oui, c'est un manifeste de l'alterdance. C'est très bien, je l'ai fait, j'y pense. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui se sont interrogées, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il va danser sur le nez? Est-ce qu'il va danser autrement? Non, ça ne veut pas dire une danse nouvelle, ça veut dire seulement autrement faite, autrement pensée. Ça veut dire penser la danse, ça veut dire pas seulement faire la danse, fabriquer de la danse, mais aussi la faire vivre dans un univers qui est à soi, seulement à soi. Et où est-ce que je vais avec ça? Eh bien, la vie le dira, je ne sais pas. C'est un chemin que je me trace à moi-même, mais un chemin ouvert. Je me dis, voilà, écoute, creuse-toi la tête et ne suis pas les chants de sirène. Ne fais pas comme les autres. N'essaie pas de faire parce que ça plaît ou parce que ça ne plaît pas. Parce que c'est une mode ou parce que ce n'est pas une mode. Ou parce que vous avez vu quelque chose, le public va aimer ça. Non, j'aime la relation avec le public, mais j'aime l'amener là où je pense, moi, que je peux l'amener. Et aussi, j'essaie de l'amener aussi loin que je le peux. J'espère pouvoir aller très loin et j'espère aussi de rester très proche de moi-même, très proche du public, tout en allant vers ce lointain. C'est très important pour moi, ce côté solitaire que j'ai, être seul, mais en même temps, très important de danser avec quelqu'un. J'ai dansé une vie avec Ruxandra Rakovica, qui est une liane autour d'un arbre, moi étant l'arbre, qui est une sorte de, en même temps, une femme merveilleuse, une femme dans le sens beauté du terme, mais aussi dans le sens intérieur. Elle est très féminine. Elle représente un peu comme le yin et le yang par rapport à moi. On se complète très bien. Quand je dis yin et yang, je vois ce symbole où il y a très courbe, où il y a la moitié noire, la moitié blanche, avec un petit point noir dans le blanc et le petit point blanc dans le noir. C'est un peu comme ça. Lorsque je danse avec elle, c'est une interférence. D'ailleurs, un duo que j'ai fait avec elle, que j'aime beaucoup, s'appelle Interférence, sur la musique de l'après-midi d'un faune. Et c'est ça, on interfère, on n'est pas collés. Nous sommes comme deux entités mathématiques, comme deux ondes électromagnétiques qui se complètent, interfèrent et ont une relation finalement beaucoup plus sensuelle que si elles se touchaient. Elles se touchent de temps en temps, mais elles se touchent en se composant comme dans une gravure de Dürer où les deux danseurs se composent en dansant, pas seulement ont le mouvement, mais ont aussi le côté idéogramme, le côté très très graphique. Et la danse solitaire en duo est aussi une chose qui fait partie de mon alterdance. Chacun de nous est seul. Nous sommes deux îles dans la mer toujours, mais ces deux îles de temps en temps deviennent des navires qui peuvent voyager ensemble, qui peuvent tourner l'un autour de l'autre, qui sont mus par le même vent et qui, à un moment donné, ont une vie, même parallèle, mais
communes et ensuite, de nouveau, les séparations. Donc pas seulement les rencontres sont importantes, mais les séparations. Finalement, comme tout artiste, le danseur est seul. Est seul, comme un peintre est seul devant sa toile, comme un poète est seul devant sa feuille blanche, comme un journaliste est seul lorsqu'il doit prendre la décision d'interviewer une telle personne d'une telle manière. On prend des décisions exactement comme dans la vie, seul. Donc cette alter dance aussi, c'est pour moi une sorte d'exaltation de la solitude par rapport au reste du monde. La solitude dans son aspect très beau, son aspect où l'homme se respecte, ne se trahit pas. Si on ne se trahit pas soi-même, on ne trahit pas les autres. Et si on s'ouvre au monde, même du fond de sa solitude, le monde s'ouvrira à vous. Et vous ne seriez pas seul, loin de là. Des fois, je vois la chorégraphie lorsque je chorégraphe, j'aime mieux le mot faiseur de danse, mais je suis quand même chorégraphe. Donc, je vois les danseurs pas seulement comme des personnages, comme je disais tout à l'heure, pas seulement comme des personnes, mais des fois comme des entités, comme par exemple dans un ballet, j'aime pas le mot ballet non plus, dans une pièce que j'ai faite qui s'appelle Paradigme, qui est sur un texte mathématique. De nouveau, l'idée du texte revient. Les danseurs sont en même temps comme des neurones affolés, comme des molécules dans un liquide qui bout, mais aussi comme des danseurs. C'est-à-dire ils doivent danser bien, se dessiner dans l'espace. Pas seulement se dessiner dans l'espace, mais exister dans l'espace par rapport, l'un par rapport à l'autre, l'un par rapport au groupe et les différents groupes les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est pas seulement la solitude qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la solitude du personnage dans le groupe. Donc finalement, c'est le groupe. Le groupe est une chose très intéressante. Elle a sa propre dynamique. Elle vous échappe à un moment donné. Elle échappe la dynamique d'un groupe dans une chorégraphie échappe au chorégraphe, de la même manière que la personnalité de l'interprète lui échappe. Et c'est bien ainsi. Il faut qu'au moment où un danseur crée une danse, même si ce n'est pas à lui, il faut qu'il devienne lui-même. Il faut qu'il professe sa propre alter dance. Il faut qu'il se représente lui-même. Donc en fait, il représente la solitude des créateurs derrière, mais il représente sa propre solitude par rapport à la solitude de chacun du spectateur. C'est aussi, les spectateurs sont une personne plus une plus une. Donc on parle à chacune d'entre elles. C'est important ce contact comme un échange de rayons laser entre les gens, les personnes, l'humanité qui vous regarde et vous-même qui représentez un petit fragment d'humanité. Round midnight, I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And old midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you
Lately I find you're out of my arms and I'm out of my mind. Our love take wing, some midnight round midnight. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. I want to run and hide from the blues when old midnight comes around. It hurts me deep inside when I think how I lost the love I found. Round